Bienvenue sur la chaîne du Magisterium pour la seconde partie dédiée à l'usage du pendule. Je vous parlerai du choix d'un pendule, de la préparation des pendules en pierre et comment et dans quoi ranger et stocker vos pendules minérales, d'une petite astuce pour bloquer le faisceau à la pointe de vos pendules de Thoth, qu'ils soient en grès, en céramique ou en cristal de roche, et je vous parlerai aussi des imprégnations, des dévitalisations, des charges et des décharges, ainsi que de la méthodologie et des conventions mentales. Le choix d'un pendule. Premièrement, quel usage principal allez-vous faire de votre pendule? Recherche, émission et charge, ou un peu des deux? Personnellement, je conseillerais aux débutants des matières neutres comme le bois, les matières plastiques comme l'ébonite ou le nylon, le verre et l'albâtre blanc pur. Pour les deux fonctions, le pendule Luzy en bois, le pendule à témoin en ébonite de l'abbé Mermet, le pendule Icare en bois peuvent parfaitement convenir. Pour les pendules émetteurs, le pendule Brocéliande en bois, le pendule émetteur à pile, le pendule Enel. Pour les pendules destinés à la recherche, le pendule à spirale, le pendule Mystica, le pendule Discret à longue pointe et le pendule Visconti. Deuxièmement, votre affinité avec l'objet et votre instinct. Si un pendule vous attire particulièrement et qu'il répond rapidement et correctement aux ordres mentaux, c'est qu'il vous convient. Mais comparez-le avec d'autres pendules pour vous faire une idée plus précise. Troisièmement, comparez plusieurs pendules en diverses matières, comme les pendules en pierre, en métal ou en bois. Vous devrez certainement faire l'achat de plusieurs pendules en diverses formes et en diverses matières selon l'usage que vous en ferez. Et c'est encore la meilleure façon de les comparer en mode de recherche. Car s'il est facile et rapide de tester un pendule en mode émetteur, il est plus difficile et plus long de le faire en mode de réception. Et cela ne peut se faire que dans le calme, en prenant son temps, ce qui est rarement possible dans un magasin. Mis à part leur fonction d'émetteur ou de récepteur, si vous désirez un pendule en matière neutre, choisissez-le en ébonite ou en nylon. Ces matières sont parfaitement neutres et n'influeront pas sur vos recherches ni sur vos émissions. Mais ils ne pourront pas être imprégnés par des témoins. Ils ne se chargent pas, ils ne mémorisent rien et ne sont pas programmables non plus, à moins de placer une bille de cristal de roche ou une autre pierre dans le logement si ce sont des pendules à témoins. Les pendules en céramique ou en grès sont généralement des pendules égyptiens. Sous cette forme, ils sont tout à fait polyvalents. Ils sont neutres et n'interféreront pas avec vos recherches ou vos émissions. Ils sont généralement très puissants et nécessitent certaines connaissances et une bonne pratique, notamment pour les imprégnations et pour les travaux nécessitant, entre autres, de dévitaliser, de disperser, de calmer, de réduire certaines énergies, ce qui se fait par rotation inverse du pendule. Pour qu'il soit parfaitement neutre, achetez ces pendules dans leur teinte naturelle. Il en existe de très beaux, teintés en vert, en bleu ou en rouge, mais ils ne seront plus neutres. Ces pendules ne se programment pas, bien qu'ils soient en matière minérale, ils n'ont pas de structure cristalline ordonnée. Mais ils conservent les charges assez longtemps. Et il peut être nécessaire de les remettre à zéro périodiquement. Les pendules en cristal de roche. Une fois correctement préparés, ils sont certainement les plus puissants. Ils sont totalement polyvalents. Ils réunissent toutes les fonctions, ils sont émetteurs comme récepteurs, ils mémorisent, ils se programment et ils peuvent amplifier considérablement les émissions ou les réceptions. Pour vous donner une idée, un cristal de roche rayonne naturellement à 1 mètre par centimètre carré. Et beaucoup plus
s'il est alimenté par une source d'énergie telle qu'une personne. Plus ils sont purs, plus ils sont puissants. Ils peuvent se recharger naturellement avec la lumière du soleil ou de la lune. Ils captent aussi bien l'énergie du chaud que celle du froid. Quand ils sont correctement taillés, ils allient leurs vertus à celles des ondes de forme, ce qui augmente encore leur capacité. Ils nécessitent, comme les pendules de Thoth en grès ou en céramique, d'avoir une certaine expérience et une bonne pratique, car ils peuvent être imprégnés de n'importe quoi et programmés pour n'importe quel objectif, et renvoyer à son utilisateur le bon comme le mauvais de façon amplifiée. Je les déconseillerais donc aux débutants. Les pendules en verre incolore. Ils sont parfaitement neutres aussi. Ils peuvent être imprégnés par des témoins de toute nature et conserver plus ou moins longtemps les charges. Mais ils ne sont pas programmables. Et pour finir, je reviendrai sur les pendules en albâtre blanc pur. Ils conviennent parfaitement aux personnes débutantes comme aux plus aguerries. Ils doivent être suspendus par un fil ou une cordelette en matière naturelle telle que le coton, la soie, le lin ou même la laine, si vous ne disposez pas d'autre chose, mais jamais de chaîne, ce qui altérerait la neutralité de votre pendule. Si vous désirez mettre une perle au bout du fil, elle doit impérativement être neutre, comme une perle en plastique ou en albâtre blanc. Les actions des pendules en albâtre sont très douces, ils ne sont pas très puissants, et c'est pour cette raison qu'il vaut mieux vous procurer un pendule de Thoth en albâtre, dont les ondes de forme amplifieront les vertus émettrices ou réceptrices de votre pendule. Ces pendules conviennent bien, tout particulièrement aux travaux médicinaux. Pour le reste, ils sont assez polyvalents à condition de respecter la nature de votre pendule. Il est donc inutile de vouloir l'utiliser pour vous venger d'un voisin indélicat dont le chien se serait soulagé dans votre potager. Choisissez bien votre pendule en albâtre. Il doit être d'un blanc pur. Il existe plusieurs variétés d'albâtre, dont certains contiennent des oxydes, ce qui les colore ou qui leur donne des traces colorées. Ces pendules, bien qu'en albâtre, ne sont pas neutres, et ce sont les oxydes qui vont leur donner une orientation. Par exemple, si vous avez un pendule en albâtre un peu vert clair, il conviendra parfaitement pour susciter, tout en douceur, l'affection d'une personne. Mais il sera moins performant pour les autres actions. Pour la préparation des pendules en pierre. Une fois achetés, la première chose à faire, pour tous les pendules en pierre à l'exception de l'albâtre, est de les nettoyer de tous ceux qui les ont touchés avant vous. De vider les mémoires et les charges qu'ils ont accumulées et qui saturent complètement la pierre, et qui diminuent grandement leur capacité. Je vais vous donner une méthode simple, efficace et naturelle qui ne requiert aucune compétence particulière. Il vous faudra simplement votre pendule, un petit récipient en verre, en bois ou en plastique, mais jamais en métal, et un peu de gros sel. Attention, utilisez du vrai gros sel. Vous trouverez dans le commerce, vendu sous la fausse appellation de gros sel, de petites billes blanches qui sont en fait du sel fin comprimé et qui n'aura aucune utilité ici. Le vrai gros sel se présente sous forme de petits cristaux légèrement translucides. Certaines variétés de gros sel, dont le sel de mer, sont non raffinées et non lavées, et ont une couleur gris cendré. Cette variété est la meilleure. Faites un lit de gros sel de l'épaisseur de votre pendule. Placez-le sur le gros sel et recouvrez-le de gros sel de l'épaisseur de votre pendule. Laissez votre pendule dans le sel pendant 8h30. Ne dépassez pas les 15 heures dans le sel où il faudra tout recommencer avec du sel neuf. Au bout des 8h30, retirez le pendule du sel, rincez-le à l'eau claire et séchez-le. Votre pendule est désormais prêt à l'emploi. Mais ne laissez personne le toucher avant de l'avoir utilisé au moins pendant 3 jours. Il est bon de vous en servir immédiatement pour éviter qu'il capte des données étrangères. Et la meilleure façon de le faire est de le charger ou de le programmer. Ne mettez pas votre pendule dans l'eau salée pour le nettoyer et le décharger.
vous n'obtiendrez qu'une décharge et un nettoyage périphérique. Seuls les cristaux de gros sel, de par leur cristallisation naturelle, peuvent capter en profondeur et conserver un certain temps ce qui se trouve dans vos pierres. Ne faites pas les nouilles avec le sel que vous avez utilisé pour votre pendule. Une fois utilisé, jetez le gros sel. Il est pollué et ne pourra plus servir. D'autres méthodes existent pour le nettoyage par des rites plus ou moins complexes ou en passant votre pendule dans la fumée de certains encens. Mais si certains encens sont purificateurs, ils vont aussi polariser votre pendule alors que le sel vous rendra un pendule nettoyé et vidé de toute charge sans le polariser. Comment ranger et stocker vos pendules en pierre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pierres sont naturellement des émetteurs et des récepteurs, qui se chargent et qui mémorisent ce qui se trouve à leur portée. Pour éviter de polluer vos pendules, vous devez les ranger dans un endroit peu fréquenté où personne à part vous ne les touchera. Ne les mettez pas près d'un téléviseur, de la chaîne IFI, ou sur le congélateur ou le réfrigérateur. Ces appareils génèrent des pollutions électromagnétiques. Il est conseillé de les mettre individuellement dans des petites boîtes. N'utilisez pas des boîtes en fer, qui feront office d'antenne, ni des boîtes en carton qui n'arrêteront rien. Utilisez plutôt des boîtes en plastique ou en bois telles que le cèdre, qui est un excellent isolant pour protéger et neutraliser les émissions ou la réception des objets de magie, comme certains pendules particulièrement puissants, tels qu'un pendule de Thoth en cristal de roche, chargé et programmé pour une action martienne. Une petite astuce pour bloquer le faisceau laser à la pointe de votre pendule, qu'il soit en cristal de roche, en céramique ou en grès, et d'insérer la pointe de votre pendule d'1 ou 2 cm dans du liège, ce qui bloquera son émission. Prenez un bouchon de liège, percez-le au bon diamètre pour insérer la pointe de votre pendule. Assurez-vous qu'il y ait bien une épaisseur d'au moins 1 à 2 cm de liège après la pointe du pendule pour bloquer son rayon. De plus, le liège protégera efficacement la pointe de votre pendule contre les chocs. Vous pouvez aussi capitonner l'intérieur de vos boîtes ou les recouvrir avec une feuille de liège, ce qui protégera vos pendules des pollutions extérieures et limitera leur émission périphérique. Le liège est une matière peu coûteuse qui vous permettra de protéger et de bloquer les champs d'énergie émis ou reçus par vos pendules, vos amulettes ou toute autre sorte d'objet de magie, à protéger ou à neutraliser. La longueur du fil ou de la chaîne et comment tenir le pendule. Donc voici un pendule de Thoth, celui que je vous ai déjà montré. Donc la longueur du fil va dépendre de chacun. Certaines personnes préfèrent travailler très court, de cette façon-là. Plus vos doigts sont près du pendule, plus vous travaillerez court, plus les réponses évidemment seront rapides. Là, la précision peut en souffrir. En travaillant plus long, les réponses sont beaucoup plus lentes à arriver et la précision peut être un peu meilleure. Tout dépendra, et encore une fois, comme je dis, des personnes qui utilisent. Moi personnellement, je préfère travailler de cette façon-là, c'est-à-dire avec mon pendule et la longueur de fil qui lui correspond. Voilà. Donc je prends mon pendule, je le recourbe, je prends ma distance et j'ai une longueur qui correspond à celle de mon pendule, qui n'est ni trop longue ni trop courte. Comment tenir le pendule maintenant? Donc il y a plusieurs écoles, encore une fois là-dessus. Certains enroulent leur pendule de cette façon autour de 2 doigts pour le travailler ainsi. C'est pour moi pas non plus la meilleure des méthodes. D'autres travaillent avec la main fermée et en tenant le pendule de cette façon-là. Toujours main fermée, ce qui n'est pour moi pas la meilleure des façons de faire. Personnellement, moi je préfère ce qu'on appelle la prise du dragon ou du scorpion, c'est-à-dire la main comme ceci. Je me sers de ma perle qui fait buter à l'intérieur de la main, en passant derrière le petit doigt. Je prends ma longueur de fil, ainsi. Et là, je peux travailler donc main ouverte avec 2 doigts. Pourquoi cela? Les magnétiseurs, les guérisseurs, etc., quand ils ont besoin de charger magnétiquement
enfin en radiesthésie, magnétiquement, un objet, ils le font tous main ouverte. Hein, quand vous travaillez sur une personne pour la soigner et que vous faites des passes magnétiques telles que le ferait donc un magnétiseur, il ne le fait pas avec les poings fermés. Il a toujours les mains ouvertes. Le principe est le même pour le pendule. Pour recevoir ou pour émettre avec un pendule, mieux vaut avoir la main ouverte, telle que je le remontre ici. Voilà. Donc je passe mon pendule ainsi. Je prends ma longueur de fil adéquate et je peux travailler main ouverte. Ce qui me permettra de recevoir beaucoup plus de choses ou d'en émettre beaucoup plus. Voilà. Maintenant, quelques règles. Premièrement, travaillez toujours dans le calme et la détente. Isolez-vous, loin de l'agitation du monde, et faites en sorte de ne pas être dérangé par des visiteurs ou par le téléphone. Deuxièmement, ne travaillez pas avec votre pendule si vous êtes énervé ou préoccupé par des problèmes ou encore si vous êtes trop fatigué. Vos résultats s'en ressentiront. D'autant plus que certains pendules peuvent puiser beaucoup de votre énergie, selon le travail que vous effectuez. Troisièmement, ne vous crispez pas mentalement ou physiquement sur votre pendule. Cela ne sert à rien et ça va même bloquer votre pendule, surtout si vous l'utilisez en mode recherche. Ne confondez pas concentration et crispation. En mode émetteur, la concentration de votre volonté doit être mesurée si vous voulez de bons résultats. Votre volonté, c'est de l'énergie. Si par exemple, vous alimentez une ampoule avec trop peu d'électricité, elle ne s'allumera pas, ou elle vous donnera que très peu de lumière. Si au contraire, elle reçoit trop d'énergie, elle va griller. Dans les deux cas, vous ne pourrez pas vous éclairer. Ou si vous frappez une balle de golf avec trop peu de force, elle n'atteindra pas le trou. Si vous la frappez avec trop de force, elle déviera de la trajectoire, ou elle dépassera la cible pour se perdre dans la nature, et votre objectif ne sera pas atteint. Il en va de même avec le pendule. La quatrième règle est des plus importantes. Plus vous serez détaché du résultat, meilleurs ils seront. Cinquièmement, il est inutile d'émettre ou de charger des objets à outrance. Une fois la charge maximale atteinte, le pendule revient en oscillation ou s'arrête de tourner. Sachez que la durée moyenne d'une charge est d'environ 24 heures, sauf sur des éléments qui génèrent de l'énergie, comme les cristaux, qui peuvent se charger, se programmer et émettre sur de très longues périodes. Sixièmement, si vous débutez, prenez tout votre temps pour vous familiariser avec votre pendule, établir vos conventions mentales et vos méthodes de travail. Septièmement, travaillez sur des résultats faciles à obtenir, surtout si vous êtes débutant. Et faites-en beaucoup. Cela vous permettra de prendre confiance en vous et de développer vos facultés. Si vous allez trop vite en besogne, vous allez vous planter, ce qui aura pour effet de vous bloquer, de vous dégoûter du pendule. Dans ce domaine comme bien dans d'autres, il faut savoir démarrer comme un escargot pour franchir les premières étapes afin d'acquérir les bases solides et d'avoir une bonne progression. Patience et longueur de temps feront mieux que force et rage, surtout dans ce domaine. Huitièmement, travaillez régulièrement aux mêmes heures. Trouvez votre meilleure plage horaire pour votre travail en fonction de votre fatigue journalière. Arrêtez-vous dès que la fatigue se fait sentir. Neuvièmement, ne travaillez jamais avec des bagues, montres ou bracelets au poignet ou au doigt de la main qui tient le pendule, ce qui pourrait altérer profondément le résultat de votre travail, surtout en mode de recherche. Dixièmement, la position du regard doit être sur l'objet de votre travail et non sur le pendule. Vous pouvez poser le coude sur la table ou sur votre bureau ou tenir votre bras levé, selon votre convenance. Mais moins vous vous fatiguerez, meilleur sera votre résultat. Ne croisez pas les jambes et posez bien les pieds à plat. Passons maintenant à la méthodologie. Les conventions mentales. Le pendule peut exécuter deux types de mouvements, la rotation et l'oscillation. Donc dans le cas de la rotation, elle peut être dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens contraire. En mode recherche, sur une simple question pour obtenir une réponse par oui ou par non. La convention mentale la plus utilisée est le oui pour la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et non pour le sens inverse.
Vous devez ajouter à cette convention l'oscillation du pendule si la question est mal posée ou inopportune. Dans ce cas, le pendule refusera de répondre et se mettra en oscillation ou s'arrêtera. Une autre convention pour une recherche sur un plan est de lancer le pendule en oscillation et de convenir mentalement qu'il entre en rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dès qu'il est au-dessus de l'objet recherché, ou inversement. Le pendule peut aussi vous indiquer une direction, selon le sens de l'oscillation, par exemple tout droit, plus à droite ou plus à gauche. Cette perception est un peu plus dure à acquérir, mais elle vient avec le travail et l'expérience. Si vous faites une recherche avec une règle graduée, pour connaître une distance, une quantité ou autre, vous pouvez convenir de la règle mentale suivante. Du point 0 jusqu'au bout de la règle graduée, le pendule devra tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et entrer en oscillation au-dessus de la bonne distance ou de la bonne quantité trouvée. Ou tourner en sens inverse si vous dépassez cette mesure pour revenir en arrière et se placer en oscillation sur la bonne mesure. Le pendule peut exécuter 4 mouvements. Les rotations, dans un sens ou dans l'autre, l'oscillation et l'arrêt. Il vous appartient de définir ce que signifie pour vous chacun des mouvements et d'établir vos conventions mentales. Ceci étant la première étape, mais pas forcément la plus facile. Soyez à l'écoute de vous-même et attentif à votre pendule. Une fois que vous aurez trouvé et établi vos conventions mentales, n'en changez plus, sous peine de fausser toutes vos recherches. Pour ce qui est des imprégnations, des décharges et du mode émetteur. Pour les émissions et les charges. Cela se fait par rotation du pendule dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le pendule entre en oscillation ou qu'il s'arrête de lui-même. À ce moment-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la charge est optimale et il est inutile d'en rajouter. Cela va plus ou moins vite, selon le pendule utilisé et l'opérateur. Beaucoup de novices pensent que travailler en charge continue sur un objet pendant 1 heure donnera de meilleurs résultats qu'une charge normale de moins d'1 minute. C'est totalement faux. Ils ne feront que diluer leur charge au fur et à mesure que leur énergie baissera, ou ils manqueront leur objectif comme je l'ai déjà expliqué. En général, et sauf dans des cas spécifiques, une charge ou une émission correcte ne dure guère plus qu'une dizaine de secondes et ne dépasse pas la minute. Bien sûr, les débutants ont plus de mal à canaliser leur énergie. Ce n'est là qu'un des aspects du problème. L'autre aspect est de savoir avec précision ce que vous allez émettre et d'avoir précisément défini votre objectif et action. Sinon, c'est comme si vous tiriez des cartouches à blanc sur une cible mal définie, ce qui est une cause majeure d'échec. Pour vous donner un exemple supplémentaire, si vous désirez susciter l'affection d'une personne avec votre pendule et sa photo, et que vous utilisiez le mot-clé amour sans l'avoir en toute conscience précisément défini, et sans déterminer ce que ce mot, une fois envoyé à la personne par l'intermédiaire de votre pendule, doit déclencher chez elle, serait comme faire la photo de votre maison avec le panneau « Viens me rejoindre » avec un appareil photo sans faire la mise au point. Le cliché obtenu sera flou. L'image méconnaissable est de l'envoyer à la personne avec une adresse approximative. Même si elle lui parvient, elle ne comprendra rien à l'image qu'elle aura reçue et ne saura quoi en faire. Pour éviter ça et améliorer vos émissions et vos charges, je vais vous donner une méthode simple et efficace. Écrivez ce que vous voulez sur une feuille de papier. Réfléchissez et notez tous les aspects de ce que vous voulez et de ce que cela implique. Faites un mot ou une phrase clé. En évitant de surcharger avec des détails inutiles, allez au but. Réfléchissez ce que ce mot ou cette phrase clé doit déclencher chez la personne. Une fois cela fait, procédez à l'émission avec le mot ou la phrase clé et votre pendule. Toutefois, je tiens à préciser que si vous privez une personne de son libre arbitre, vous exécutez ce que l'on appelle communément un envoûtement. Il y a une différence entre suggérer un sentiment ou une action et de l'imposer. D'où la nécessité de bien réfléchir à ce que vous faites
et comment vous le faites. Pour les imprégnations, les décharges et les dévitalisations, ces pratiques requièrent une certaine expérience. Ces pratiques s'exécutent en sens inverse de rotation des aiguilles d'une montre. En quelque sorte, on aspire, on copie ou on vide ce qui se trouve dans un objet, une substance, un animal ou une personne. Prenons le cas d'une adolescente hyperactive qui ferait une grosse colère. Si vous décidez de lui retirer son surplus d'énergie et de dévitaliser sa colère, avec un pendule et sa photo, votre pendule va jouer le rôle d'une pompe et aspirer son surcroît d'énergie et sa colère jusqu'à vous, ce qui risque de vous affecter, sauf si vous choisissez bien le pendule adéquat. Un pendule en quartz rose ou en améthyste convertira cette énergie négative en positive, ce qui vous protégera de cette énergie nocive. Les pendules en matière synthétique ne sont pas très performants pour ce type de travaux. Pour les imprégnations, elles se font aussi en rotation inverse. Une fois votre pendule imprégné, il entre en oscillation où il s'arrête de tourner de lui-même. Une seule imprégnation est suffisante. Ne surchargez pas votre pendule en répétant plusieurs fois les imprégnations, où vous allez vous-même vous imprégner du témoin. Imaginez que vous avez perdu le chien, et que pour le retrouver, vous vous serviez du coussin de la bête pour imprégner votre pendule. Si vous ne voulez pas aboyer toute la nuit et finir dans la niche du chien à grands coups de savate à quelque part par votre bien-aimé, je vous conseille de respecter la postologie en matière d'imprégnation. À part le côté festif de la chose, je vous laisse imaginer ce que cela peut donner avec des énergies ou des substances toxiques ou cancérigènes. Le mode recherche. En ce qui concerne le mode recherche, beaucoup de radiesthésistes, dans le cadre de leurs recherches sur carte ou autres, ont opté pour promener leur pendule au-dessus d'un plan ou d'une carte avec comme convention la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et l'oscillation sur la localisation de l'objet trouvé. Bien que cette convention puisse fonctionner, je la déconseille, car la rotation dans le sens des aiguilles vous place en mode émetteur, alors que le sens contraire vous place en mode récepteur. Il est important de ne pas attribuer le même mouvement pendulaire à des fonctions différentes ou opposées. Et il est important de bien faire la différence entre capter et émettre ou en schématisant, recevoir et donner. Les mots-clés ou les phrases-clés sont des commandes pour faire agir ou réagir le pendule, le mettre en rotation dans un sens ou dans l'autre, le faire osciller ou s'arrêter, pour émettre ou capter. Les 4 premières commandes, rotation, oscillation et arrêt, servent à tester un pendule avant de l'acheter, ou pour pratiquer un étalonnage avant de commencer un travail avec un pendule. Il y a des mots-clés comme charge, émission, dévitalisation, décharge, dispersion. Ces mots sont des catalyseurs d'une volonté préalablement définie dans le but d'obtenir un résultat précis. Il en va de même pour les mots comme calme, harmonie, argent, amour, joie, santé, etc. Pour les phrases, elles doivent être très courtes. Elles sont aussi le résultat, la catalyse, de l'élaboration d'une volonté et d'une action préalablement définie. Les mots-clés, comme les phrases, ne se disent qu'une seule fois mentalement, pour déclencher l'action du pendule jusqu'à l'arrêt ou le changement de mouvement pendulaire. Il est inutile et même nuisible de les répéter en boucle. Une fois lancé, laissez votre pendule agir. Voilà, ça sera donc tout pour le cours sur le pendule. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne.